Aujourd'hui, parlons d'une compétence fondamentale pour obtenir ce que vous voulez au travail, pour être persuasif, le cadre. Tout ça à l'aide de Game of Thrones. Et on va spécifiquement s'intéresser à comment toi tu peux l'utiliser pour avoir plus de résultats, être plus persuasif dans ton travail dans le milieu professionnel. So yes, life and death does come into play, and the thing that we're going to be exploring is called a frame. And you'll see that in a lot of ways, the Game of Thrones is really a game of frames. But I'm getting ahead of myself. First off, what is a frame? A frame is basically all of the unstated beliefs that give context to any interaction. The frame gives meaning to the words that we say. So the difference between me saying cool and saying cool comes from the belief that I have when I say that word. The first thing that I want to talk about is the importance of frames when trying to convince someone of anything. In this next clip, the two characters whose faces that you're going to see are passing through the woods when some pretty savage people who roam the mountains find them. Watch this clip and see if you can note each person's frame, meaning each person's beliefs that they bring to the interaction. Ici, on va donc regarder l'extrait de Game of Thrones et essayer de se mettre à la place des personnages pour comprendre ce que l'on veut dire par frame. Ça va être l'exemple. Et ensuite, on repartira plus sur le monde du travail, comment être persuasif à partir de ces techniques. Come, share our fire. Help yourselves to our goat. Clearly, there are a handful of different frames in this scene. You've got the people who are surrounding them, and their frame appears to be, you're surrounded, we're in control, and we are going to kill you. Bronn, the guy who pulls his sword, has the same exact frame, except that he intends to fight so that he doesn't get killed. But Tyrion, the dwarf, proposes a totally different frame. He acts as if they're friends. He acts as if he's inviting them to share their food and their fire, like they just stumbled upon him. The genius of this frame is that if they accept it, he will escape with his life. So let's watch what happens. When you meet your gods, you tell them Shagga, son of Dolph, of the Stone Crow, sent you. I am Tyrion, son of Tywin of Clan Lannister. How would you like to die, Tyrion, son of Tywin? Here, Tyrion responds in the same fashion as the man that he's speaking to, saying his father's and family's name. Again, his frame is that they're introducing themselves as friends, but clearly it's not going so well. So now he's tried this friend frame twice. It's not working, so what can you do? Because this type of situation with much, much lower stakes is going to happen in your life. Et ce type de situation, ça va se produire dans votre vie, par exemple lorsqu'on parle du travail, si vous rencontrez un boss extrêmement haut qui est arrogant, ou même un collègue qui pense qu'il est plus important que vous, il peut y avoir une différence d'opinion. Vous pensez que vous êtes égaux, que vous devriez travailler sur la même base, et la personne pense non, moi je suis au-dessus, j'ai pas que ça à faire. Comment est-ce qu'on fait pour retourner la situation et partir sur de meilleures bases, surtout lorsqu'on parle de premières impressions qui, on le sait, dans le milieu professionnel, durent longtemps et ont une importance cruciale. You will want someone to assume your frame, but they're going to resist. So watch how Tyrion handles it. In my own bed, at the age of 80, with a belly full of wine and a girl's mouth around my cock. He totally breaks this guy's frame with humor. See the laughter there? In this frame, and in real life too, laughter is a telltale sign that someone has had their frame shifted. Usually, it's the person who is laughing that has had their way of viewing the world disrupted. And in this case, the guy with the axe thought that Tyrion should choose right then and right there how he died. Tyrion purposely misinterpreted his question. He added a bit of humor, and that was enough to make this guy break his frame and laugh. If you've ever tried to be mad at someone while they continually make you laugh over and over and over again, you know what this feels like. It gets tough to stay mad at them because they have reframed you and they've interrupted your pattern of being upset. In these moments, right after someone has shifted their frame is when they are most open to being persuaded. So the lesson here for your own life, nothing to do with Game of Thrones, is that if you're trying to persuade someone and they're being resistant, don't just keep pushing. Instead, you need to reframe them, and humor is a great way to do it. Deux choses ici. Numéro 1, oui, l'humour c'est incroyable. Si tu peux faire des blagues, et pas sur l'autre, mais de la situation, et faire rire les gens qui sont en face de toi, notamment au niveau professionnel, des personnes arrogantes qui te parlent, un boss, des gens qui te rencontrent pour la première fois, tout de suite on a l'impression que tu es quelqu'un de sympa, potentiellement on va te respecter un peu plus, et en plus tu casses une barrière potentiellement sociale où on va pas forcément engager vraiment au niveau personnel, et on peut plus communiquer, et donc encore une fois si tu peux relate more à quelqu'un, c'est-à-dire que si tu peux te lier plus à quelqu'un au niveau professionnel, bah, tu vas
plus facilement arriver à tes fins, tu vas réussir à être plus persuasif parce que les gens vont plus t'écouter. Donc on rit avec, pas contre. Et deuxième anecdote sur un exemple personnel qui m'est arrivé lorsque j'étais au travail. Ce n'est pas ma plus grande réussite, mais c'est un exemple de frame qui peut arriver. C'est-à-dire que tu peux te faire bully, tu peux te faire discriminer au départ, pour une raison, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Il faut répondre. Des fois, il ne faut pas se laisser faire. Là, en l'occurrence, je travaillais pour Bouygues Construction à l'époque en Australie. J'avais passé 2 ans dans les bureaux à gérer les relations avec des gens qui faisaient des plans d'un tunnel. Et j'avais demandé à passer sur site, c'est-à-dire à travailler sur la construction du tunnel lui-même, les pieds dans la boue. Et le premier jour, j'arrive au travail, j'arrive dans le nouveau bureau, et j'arrive avec mon second écran, donc l'équivalent de ce qu'il y a ici, que j'amène au travail. Pourquoi ? Parce que moi je fais beaucoup de choses, j'automatise beaucoup de choses, et donc avoir un deuxième écran aide énormément. Mais dans les bureaux de construction, c'est pas classique, et tu vois la personne qui arrive avec une chemise blanche, un écran d'ordinateur à la main, sa sacoche de l'autre, et tu as le superintendant, c'est-à-dire la personne qui gère les équipes, qui me voit de loin et qui rigole, enfin qui gère les équipes de tunneliers, donc avec des bourrins, et le mec il est là, il a 30 ans de carrière, il fait « C'est qui ce blanc-bec qui arrive avec son deuxième écran, il va pas tenir plus d'une semaine. » Ambiance tout de suite. Bah ça tu peux pas le laisser passer. J'allais pas me foutre de sa gueule non plus, c'est lui qui gère toutes les personnes du site, si je commence à essayer de me foutre de sa gueule, bah c'est fini pour moi, quoi. Personne va me respecter. Mais faut pas que je me laisse faire. Donc j'ai répondu la punchline que je pouvais à l'époque, hein, c'était en anglais, et c'était ce que je pouvais, c'est pas ce que je recommande, mais c'était une tentative. C'était Well, when I will have stayed more than a month, coffee is on you. C'est-à-dire, quand je serai resté plus d'un mois, je te laisse me payer le prochain café. C'est ce que c'est, c'était une petite tentative, mais sur le coup, ça l'a fait sourire. Et ensuite, je suis arrivé, je me suis installé. Les jours d'après, j'avais une chemise orange, parce que ma chemise blanche, c'était quand j'étais dans les quartiers généraux et pas sur site. On a une chemise orange de chantier avec des barres fluorescentes ensuite. Et ça s'est très bien passé. Mais je me suis pas laissé faire au départ. Un poil d'humour tenté comme on peut, voilà. Ça n'a pas besoin d'être réussi tout le temps, mais essaye. Et tu verras que ça ira un peu mieux dès que tu arriveras à faire rire les gens. Et d'ailleurs, si tu as des petites anecdotes à ce sujet-là, de moments où au travail, tu as fait rire les personnes et c'était super utile pour briser la glace ou avoir des meilleures relations, n'hésite pas à nous dire en commentaire et à partager cette histoire avec d'autres personnes de la communauté. Humor is a great way to do it. Take the half man. He can dance for the children. Kill the other one. No, 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 no. My house is rich and powerful. If you see us through these mountains, my father will shower you with gold. We have no use for a half man's promises. You see here, Tyrion doesn't just plead for their lives. Now that he's broken their frame and at least gotten them to listen, he can begin to persuade them. And if you're interested, I can cover the full list of persuasion tactics that Tyrion uses because there are many, but suffice to say that if someone is being resistant while you're trying to persuade them, the answer is not to just go over and over again down the same path. You need to disrupt their pattern, you need to reframe them, and then you can begin to speak to their interest and speak more logically. For now, let's just continue talking about frames and move. Donc là, en effet, bon, ils parlent de négociation, ils sont dans une situation qui est difficile, hein, parce qu'ils vont se faire tuer a priori. Mais déjà, la différence avec le départ, c'est que grâce à la blague qu'il a fait, les gens l'écoutent. Alors qu'au départ, ils voulaient juste le tuer, donc juste l'agresser. Et ensuite, ils parlent à leurs intérêts, parce qu'il va parler d'argent. Et la question, c'est quels sont les intérêts que les personnes ont. Je crois qu'il y a un framework qui s'appelle MIS, Money, Ideology, Coercion et Ego. C'est-à-dire les choses principales qui peuvent driver quelqu'un, qui peuvent motiver quelqu'un à faire les actions qu'il fait. Donc on peut les avoir par l'argent, comme là dans l'exemple, ou ensuite par leur idéologie, c'est-à-dire ce en quoi ils croient. La coercition, on les force à faire quelque chose. Et enfin l'ego, on voit très bien ce que c'est je te parie que t'es pas capable de faire ça, et par ego ils vont le faire. Every single insult that you've ever said or heard is a frame game. Even from the school days of, I'm rubber, you're glue, the goal is generally to turn the insult on the person who said it. And I do not recommend engaging with someone who's putting you down or insulting you. I usually just try to take the frame of, this isn't worth my time, and then walk away. But it's still informative to watch how frames determine exactly who wins one of those back and forth exchanges. So watch this clip. In this case, Tyrion is talking to Robb Stark, who does not like him or his family very much. Watch here. Slightly warmer welcome on my last visit. Any man of the Night's Watch is welcome at Winterfell. Any man of the Night's Watch, but not I, eh, boy? I'm not your boy, Lannister. I'm Lord of Winterfell while my father is away. And you might learn a lord's courtesy. This is a fairly straightforward insult, or even just a diss. Tyrion calls Robb boy, insulting his inexperience, and then Robb denies it, saying that he is a lord.
Tyrion responds by saying that he isn't behaving exactly like a lord should. So despite his protests, Robb, the guy at the end here, doesn't come out of that exchange looking so great. Fighting the frame of an insult normally makes you look like a chump. Watch this next clip in contrast. In this one, the same guy, Robb, has become commander of a huge army and is speaking to a prisoner from Tyrion's family, the family that he hates. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est de montrer les insultes comme un jeu de cadre. C'est très bien. Ce qu'il a dit au départ est très valide et je veux juste le renforcer dans le cadre professionnel. On n'insulte pas. Et s'il y a une insulte, on se casse. Alors, selon les cas, on peut reframe et leur retourner à la personne. Bon, j'ai en tête des milieux, je travaille dans le pétrole. C'est assez dur, c'est assez bourrin. Il y a plusieurs stratégies, mais en effet, quand quelqu'un t'insulte, ça peut arriver d'une manière, on va dire, assez brutale. Des fois, il faut rentrer un peu dans l'art aussi. Pour donner une idée à des personnes qui n'ont jamais travaillé dans le pétrole, il arrivait qu'un rapport ou une décision, un document important soit donné et quelqu'un fasse « C'est quoi cette putain de rapport ?» Et ça veut rien dire. Et toi, tu arrives, et faut rester sur tes positions. C'est écoute, ce putain de rapport de. Et il correspond à ça, et c'est important pour telle et telle raison. Donc, je vais pas l'insulter lui, mais je vais reprendre ces mots pour être là en mode écoute, je t'écoute, c'est ce que tu as dit, et je vais pas backdash, je vais pas me retirer de cet échange, je vais pas avoir peur et couiner parce que tu es dans la confrontation. Non, mais la confrontation, je reste à un niveau hyper neutre, hyper froid, et on va sur du factuel et on va commencer à parler, à résoudre les problèmes. Je suis pas là pour commencer à gérer les insultes. Et en général, quand tu reprends les mots de la personne, qui peut s'appeler du mirroring, faire la stratégie du miroir en manipulation, ça aide à ramener la personne à l'état où tu veux. Et si elle continue à s'envoler, tu restes calme et tu reprends ces mots et on avance ensemble. Just not with yours. Smart boy. What's wrong? Don't like being called boy? Insulted. Again, same insult, same guy. You're a boy, you're inexperienced, you're just playing at war, which is really not a great thing when you're in command of an entire army. But this time, something has changed. Watch how instead of fighting the frame, Robb flips it and he uses it to his advantage. Will you insult yourself, Kingslayer? You've been defeated by a boy. You're held captive by a boy. Perhaps you'll be killed by a boy. You see that? He takes the prisoner's own words and uses them against him. This works much, much better because an insult is really just a battle to see who can control who. When you get mad at an insult and you fight it, you have already lost. But when you don't fight the words and instead change the frame, meaning that you turn their insult into praise for you or an insult to them, then you have taken control. That is how you win the frame game. Not by having the best zinger, but by being the person in control. So, the third and... Et un exemple de ça, et c'est bien, c'est que dans le cas du travail, il y a des moments où tu vas avoir typiquement des boss qui sont pas bons, ou bien on va te demander des choses, et lorsque tu vas les rendre, on va les critiquer de manière très véhémente en disant que c'est nul. Bon, ça peut arriver. Moi, ce qui m'est déjà arrivé, c'est que je fasse une analyse, et je dise, bon voilà, ça c'est pas bien pour ça, telle et telle raison, il faut qu'on change ça. Et la personne s'énerve et dit, de toute façon ça ne sert à rien, tout ce truc-là est inutile. Là, je pourrais dire, comme dans le cadre du premier et mauvais exemple, mais non, c'est pas inutile pour telle et telle raison. Non, je dis, ok, si c'est inutile, alors on fait pas. On l'écrit, juste on dit, ok, le rapport est fait, ça sert à rien, et on supprime tout, puis on passe à la suite. C'est quoi la suite? Et là, en général, les gens sont là. Non, mais c'est pas inutile, il faut le faire, mais bon, c'est pas comme ça que je veux le faire. Et là, on peut commencer à avancer dans l'échange, à dire, ok, comment est-ce que tu penses qu'il faut le faire, c'est quoi, pour telle raison, et on va les mettre par écrit, et on avance. En reprenant les mots de la personne, comme là, il l'a fait, je prends pas mal qui disent que tout ce que j'ai fait, ça sert à rien, et que de toute façon, il faut tout bazarder. Ok, s'il faut tout bazarder, moi, ça me dérange pas, je suis professionnel. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Bazardons tout, et on avance. Et ça surprend les gens. C'est pareil pour les insultes, quand on te traite, je sais pas, de quelqu'un qui est pas courageux. Ah oui, non, pas courageux du tout, d'ailleurs, n'y allons pas. Hein. Si je suis pas courageux, je vais pas travailler là-dessus. Voilà. C'est toujours un peu particulier, mais les insultes, il faut mieux les prendre à son compte, pas essayer de briser le cadre, et les pousser à l'extrême. Et ça peut faire des blagues, et on s'en sort beaucoup mieux en général. Most important frame game that I want to talk about is options. And for this, I need to give a little context for non-Game of Thrones fans. Tyrion, the dwarf, is wrongfully accused of murdering the king. He's basically set up his trial's a total farce, and he's told that his options are death
or to plead for his life and to be granted exile into the coldest, northernmost part of the world where he'll basically have to work as a servant for the rest of his life. He's told that those are his only choices and that he'd better just beg for his life, beg for exile in order to save himself. But instead, he creates a third option, and this is one of the most famous scenes of the entire series. Have you nothing to say in your defense? Nothing but this. I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. I will not give my life for Joffrey's murder, and I know I'll get no justice here, so I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat. This is basically how Tyrion survives all of his encounters. He creates a third option that other people don't see. Everyone thinks that the choice is between exile and death, and he chooses trial by combat, which strictly speaking in this world is legal, but nobody presented it to him as an option. Earlier in the series, again, when he was wrongfully framed for another assassination attempt that he didn't commit, he's held in prison until he confesses. Mais avoir une troisième option, ça marche notamment si tu te prépares énormément. Et dans le monde professionnel, ça ressemble à quoi? Ça ressemble par lire les petites lignes. Être au courant exactement de ce que tu as le droit et pas le droit de faire. Je m'en suis servi plusieurs fois, je m'en souviens très bien en école où il y avait un règlement intérieur et où j'aimais bien jouer avec les règles, ne pas faire certains cours. On essaie de me le reprocher, je connaissais les règles par cœur et je donnais la troisième option comme lui, qui était de « Ah non, à cause de l'alinéa 3B, C et du fait que j'ai fait telle chose et telle chose avant, je n'ai pas à faire cette option-là cette année. » Et je me souviens encore de la proviseure responsable des élèves de deuxième année qui me dit « Thomas, personne dans mes 15 ans de carrière ne m'a jamais sorti ça. Vous avez raison, mais on va corriger ça dans le règlement pour l'année prochaine. » Voilà. Il y a des troisièmes options peuvent exister, mais elles ne sont accessibles qu'à ceux qui se préparent. Ici, Tyrion, il connaît le fait que le trial by combat, la capacité de te faire juger par un combat est accessible, mais parce qu'il a connaissance du système. Donc toi, si tu es ingénieur, si tu es professionnel, et notamment que tu es junior et que tu commences, lis toutes les règles, comprends ce qui se passe. Je vais faire un autre parallèle avec le boulot. Là, je suis en congé sabbatique actuellement, donc je travaille en Australie, pour le gouvernement australien, et j'ai pris maintenant quasiment 10 mois, 1 an de césure, c'est-à-dire où je ne suis pas payé, mais où je suis en France et où je passe des vacances. Je vais faire une vidéo dédiée sur le sujet de comment demander ses congés sabbatiques, comment faire pour les négocier, etc. Mais lorsque je les ai demandés, j'ai lu tous les règlements pour savoir exactement quelles étaient les limites de ce que je pouvais demander ou non, et ça a eu un impact, puisque la première fois que j'ai demandé, j'ai fait exprès de demander dans un cadre où il était plus dur pour eux de dire non que de dire oui, parce que je connaissais toutes les règles. On aurait pu dire, oui, mais tu aurais pu demander, il fallait que tu attendes 4, 5, 6 ans pour demander ce congé sabbatique, normalement ça se fait pas comme ça. Oui, mais j'ai lu les petites règles et j'ai eu ma troisième option. Donc ce que je te conseille à toi, c'est de vraiment te préparer à fond. La préparation, c'est ce qui compte énormément dans les négociations pour te permettre d'avoir cette troisième option. Those are basically his options. He can die in prison or confess to a crime that he didn't commit. But instead, he cleverly stages a confession and uses that public arena to his advantage. He's able to shame his captors into giving him a trial. Watch this. Is this how justice is done in the Vale? You accuse me of crimes. I deny them. So you throw me into a cell to freeze and starve. Where is the king's justice? I am accused and demand a trial. The point is this: whoever controls the options has the power. Your options are rarely exactly what people tell you are, because that's how people have powers. They control options. The truth is that everything that is possible changes based on your creativity. Nothing is fixed, so you need to be resourceful. You need to not take what other people put on the table as your only choices. When you're faced with a decision that says this or that, and you don't like either choice, refuse them both and create a third way. The way out is probably going to be different every time, but the realization that your options are never just exactly what people say they are, and that you can break free from the options that are presented to you is going to be valuable for the rest of your life. That's how you stay alive in the Game of Thrones, and that is how you win in the game of life. Et un exemple hyper actuel, j'ai parlé pas plus tard qu'il y a 2 jours avec une amie, la sœur d'une amie, qui est en école, en 2e année d'école. Elle a fait 2 stages jusqu'à présent. Et là, son 2e stage s'est très mal passé. Premier stage qui s'est bien passé, donné par l'école. 2e stage, qui l'était un peu moins, elle a trouvé sur la plateforme de l'école et elle l'a fait.
Malheureusement, c'est mal passé. Mais il existait une troisième option qui est disponible pour elle l'année prochaine à nouveau, qui est de trouver un stage par elle-même sans avoir ce qui lui est proposé, soit par l'école directement, soit sur les forums internes. Il y a plein d'autres options. Moi, je l'explique d'ailleurs notamment dans ma série de vidéos sur comment trouver un stage. Je dis à qui demander un stage, comment le demander, quelles sont les 3 méthodes les plus efficaces pour trouver un stage. Si vous êtes étudiant, ça peut vous intéresser, je vous mettrai le lien en description, c'est une playlist super sympa. Les options viennent par la connaissance, soit en parlant avec des personnes qui l'ont déjà fait, soit en t'informant comme tu le fais avec cette vidéo. L'information, c'est le pouvoir. Avoir des options, ça te donne du pouvoir aussi, et surtout, tu n'es pas obligé de faire ce que les autres veulent parce que tu comprends ce qu'il y a en jeu et quelles sont les vraies options qui sont possibles. Bref, si ça t'a intéressé, je te mets cette vidéo à l'écran qui s'affiche. C'est une autre réaction hyper intéressante sur le monde du travail que je te conseille. Je t'y retrouve. Très bonne journée à toi. Merci d'avoir écouté.